Bonjour à toutes et tous. Donc, on va officiellement commencer la séance Crossroads de ce matin. Donc, déjà, mes excuses, on va commencer un peu en retard. On attendait justement, je dirais, vos collègues master. Et voilà, donc on est un peu interrogatif sur le nombre de personnes qui sont présentes aujourd'hui. On ne sait pas si c'est une question d'horaire ou autre, mais en tout cas, on va commencer. Et donc, je vous remercie pour votre présence. Donc, comme vous les avez déjà vus, probablement dans les programmes de cette organisation, Crossroads, on a décidé donc d'organiser cette initiative à travers une série d'axes thématiques dont aujourd'hui on va approfondir notamment la question de l'écriture-architecture. Et le deuxième axe, ce sera centré sur la question de la culture et de l'art. Donc tout d'abord, donc je vais aussi substituer Nathalie pour toutes les questions qui ont plutôt à faire avec une ouverture plus institutionnelle. Donc déjà, je profite aussi pour remercier tous les organisateurs et évidemment vous toutes et tous présentes. À commencer évidemment par vous tous, étudiants et étudiantes en master. Je vous rappelle que l'initiative a été donc conçue, pensée et organisée pour vous donner donc un esquisse, un panorama de ce qui sont les parcours professionnels possibles qui donc s'ouvrent devant vous pour ce qui sera l'après-univers académique. Donc, j'imagine qu'il y a ici quelqu'un qui est encore en Master 1 ou quelqu'un qui vient de commencer maintenant les dernières années d'école d'architecture et donc s'approche à l'univers professionnel. Donc peut-être juste quelques mots pour me présenter. Donc je vais modérer la première séance de cette matinée. Donc je suis désolé, je me mets un peu comme ça parce que je ne veux pas vous tourner les dos aux intervenants d'aujourd'hui. Donc je me présente, je m'appelle Boris Amzeyan, je suis architecte et historien d'architecture. Je travaille actuellement comme chercheur au service architecture du Musée national d'art moderne, Centre de création industrielle, soit dit Centre national d'art et culture Georges Pompidou. Je suis aussi visiting scholar à l'Architectural Association de Londres, en Angleterre. Et depuis septembre de cette année, donc, j'ai rejoint l'équipe de l'école de Saint-Étienne en tant que maître de conférences associé, où je dirige une série de cours, licence et master, consacrés à l'histoire et aux théories de l'architecture contemporaine, et plus précisément aux questions liées à la première et au deuxième âge de la machine, jusqu'où aussi un certain nombre de tendances et thématiques qui ont à faire avec les débats de l'architecture contemporaine du XXIe siècle. Donc oui, je dois aussi être très malin parce que je dois gérer deux présentations en même temps. Donc l'objectif que les organisateurs de cet événement se sont fixés, me semble-t-il, avec la définition donc, des thématiques qu'on va aborder ce matin, je les répète encore une fois, centrées dans un cas sur les binômes écriture et architecture et dans l'autre sur les trinômes, s'il existe ce mot en français, culture, architecture et art, suggère un message plutôt clair et sans équivoque, je trouve. C'est-à-dire, me semble, que la dimension de l'architecture dépasse la question de l'acte du bâtir et de la profession libérale. Dépasse aussi la question de la commande et cet univers magique et merveilleux de la construction et aussi de l'art ou des arts du chantier. Et pour enfin englober une dimension autre, une dimension que moi j'appellerais intellectuelle, celle de la recherche au sens large, celle de l'écriture, où l'architecture, pour se nourrir, elle doit regarder au-delà d'elle-même, regarder à beaucoup de choses. Elle doit regarder à toute une série de disciplines qui vont, par exemple, des arts plastiques, de la peinture, de la sculpture, mais aussi de toute une série d'avant-gardes qui ont affaire avec la militance politique, voire même les avant-gardes de la littérature, etc. Et d'autre part, la tradition occidentale de l'architecture telle que nous la concevons aujourd'hui
n'est né qu'autour de la figure entre mythe et réalité d'un architecte. On les connaît bien, je trouve, toutes et tous, Vitruvio Poglione, qui nous a été transmise jusqu'à aujourd'hui, non pas pour ses constructions, non pas pour ses bâtiments construits, mais plutôt pour sa pensée. Certes, en lisant comment dire, sa plus grande ouvrage, et une des plus grands ouvrages de l'histoire de l'architecture, on peut certainement affirmer qu'effectivement, il se présente lui-même, il a effectivement réalisé au moins la Basilica di Fano, comme lui raconte dans son traité de l'architecture. Mais enfin, Vitruvio est connu aujourd'hui non pas pour la réalisation de ses bâtiments, mais je le souligne encore une fois, pour ce qui est son raisonnement autour de l'architecture. Donc pour son écrit d'architecture, pour avoir donc à partir de la Renaissance, pour être devenu une figure, donc une image de la figure de l'architecte qui fait quelque chose d'autre, autre que bâtir, qui est lucide, qui raisonne, qui synthèse sa propre œuvre au celle des autres, contemporaines ou anciens, qui compare les bâtiments construits, qui analyse les chantiers, qui redessine l'architecture. Et donc c'est une vision, celle-ci, d'une architecture comme pratique intellectuelle, comme écriture d'architecture, qui, comme vous le savez bien, s'affirme à partir de la redécouverte de la figure de Vitruvio au XVe siècle, et après va lancer une véritable tradition, avec toute une série donc, de figures qui vont de Leon Battista Alberti, par exemple, en passant par Serlio, Palladio, pour arriver à un moment où la tradition d'architecture a aussi la nécessité, les besoins de se transformer. Donc les traités laissent petit à petit la place à des outils écrits différents, aux soi-dit manuels d'architecture qui commencent à s'affirmer autour de ce qui est la tradition Beaux-Arts en France. Pour, si on s'approche encore plus au XXe siècle, s'est transformé encore une fois pour devenir cet outil merveilleux et magique qui est le manifeste d'architecture de toutes les avant-gardes de la première moitié du XXe siècle, dont je vous montre ici un cas sur lequel je ne veux pas évidemment m'attarder, vous le connaissez déjà. Et au point, après, de se transformer encore une fois sous la pression donc d'une société, la société des années 50, des années 60, des années 70, qui est une société qui a besoin de médias à l'intérieur et à l'extérieur de l'architecture qui exigent une vitesse majeure. Et donc là, par exemple, on peut retrouver de nouveaux médias de la transmission écrite de l'architecture qui passent par les articles, par exemple, de la Rassegna, donc de la série Cosmorama, sur une des revues d'avant-garde les plus connues à l'époque, Architectural Design, dirigée par Monica Pigeon en Angleterre, ou par exemple dans les mêmes milieux, les milieux anglais des néo-avant-garde, les bulletins d'architecture, les télégrammes d'architecture, qui est connu aujourd'hui sous les normes d'archigramme. Et donc, parmi les missions que je me suis, disons, confiées dans le cadre de mes cours d'histoire de l'architecture, ici à l'école de Saint-Étienne, il y a précisément celle d'essayer de revitaliser, de renvigorer ce qui est la tradition de l'étude de l'architecture comme pratique écrite. Donc, d'une architecture, de l'écriture de l'architecture, mais même d'une architecture qui ne passe plus par les milieux du dessin, du bâtiment bâti, mais c'est réduit même à une architecture des mots, une architecture des langages. Et en faisant ça, je me suis aussi rendu compte, et peut-être sont les prémices même de cette mission que je me suis donnée, j'aimerais parler, et ça c'est aussi un peu pour provoquer les intervenants, d'une véritable crise aujourd'hui, en regardant ce qui est la pédagogie et l'enseignement de l'architecture, la crise de l'écriture. C'est aussi, je la trouve, une crise de lecture qui a à faire avec l'effet qu'aujourd'hui on a toujours plus, je trouve, la tendance à réduire les temps qu'on dédie à la lecture jusqu'à arriver à être capable, ou pas capable, mais simplement à être disponible pour arriver à lire 256 caractères, signes.
Et c'est un peu la crise de ce que je pourrais appeler la crise des tempi lunghi, non, en italien. Et je me suis forcé à faire cet exercice en salle de cours avec mes étudiants en licence, c'est-à-dire de donner donc une médiation sur l'histoire de l'architecture qui passe par les écrits des architectes, afin que donc alors ces dessins des architectures des maîtres tels que Le Corbusier ou Mies van der Rohe ne passent pas seulement pour les jolis dessins que vous trouvez facilement sur Google Images, mais aussi en essayant de lire ce que les architectes eux-mêmes, ils nous racontent de leur propre architecture, pour voir comment parfois on arrive même à trouver des divergences dans des discours parallèles ou complémentaires entre ce qui est une architecture écrite et ce qui est une architecture dessinée. Et là, ça ne me surprend pas trop. Par exemple, hier, avec les étudiants en licence, on a regardé Mies van der Rohe à travers les mots de Mies van der Rohe lui-même. Il n'a pas écrit beaucoup, mais par exemple à travers ses articles sur la revue d'avant-garde G. Et en fin de compte, si on regarde l'histoire de l'architecture en se tournant sur les dernières 50 années, on ne peut pas effectivement parler d'une crise définitive, mais plutôt d'une transformation de cette média que c'est les médias de l'architecture écrite. Comment, entre autres, l'écriture aurait pu disparaître dans les moments où, sous la pression du postmodernisme, il y a quelqu'un qui commence à réfléchir autour de la question du langage. Et il y a alors quelqu'un d'autre qui lui répond en disant l'architecture elle-même peut être une forme de langage. Et quelqu'un d'autre lui répondra encore alors l'architecture parle. Et de là, donc, va naître toute une tradition des architectes qui commencent à utiliser, au-delà de l'art du dessin, aussi l'art de l'écriture pour bâtir, j'ai dit bâtir entre guillemets, des véritables projets d'architecture sans besoin de les réaliser en forme construite ou en forme de dessin. Et au-delà de ça, je ne vais pas trop m'attarder sur certaines protagonistes de cette tendance, parce qu'on a ici Beatrice Lampariello qui est une spécialiste de tout ça, mais je me permets juste de citer i discorsi per immagini di Superstudio, ou par exemple de passer à travers ce que je considère comme un des livres les plus merveilleux de ce qui est la tradition du XXe siècle, Autobiographia Scientifica di Aldo Rossi, pour arriver à ce qui probablement pourrait être considéré comme les derniers théoriciens d'architecture du XXe siècle, qui est Rem Koolhaas. Et pour terminer, je voudrais terminer aussi avec la génération la plus jeune, donc des architectes et des académiciens qui aujourd'hui ont entre 30 et 40 ans et qui ont été, dans certains cas, les auteurs sur lesquels moi j'ai étudié en tant qu'étudiant cette une des dernières formes, si vous voulez, des derniers avatars de cette architecture écrite. Je me permets juste de citer tous les cercles de San Rocco, avec des architectes et des théoriciens tels que Pier Vittorio Aureli et Dogma, Office, Kersten Gerst van Severen, ou bien Salotto Buono, etc. etc. Juste pour affirmer, je le crois fortement, qu'aujourd'hui l'architecture est encore una cosa mentale, donc c'est encore langage, c'est encore une forme qui va bien au-delà du dessin d'architecture. Donc après donc, cette première introduction, j'ai déjà trop parlé. Je voudrais donner la parole aux protagonistes de la séance de ce matin. Donc, pour vous raconter tout ça, évidemment, quand on parle d'architecture et d'écriture dans la contemporanéité, il fallait absolument donc s'adresser à des personnes qui croient encore fortement dans la forme de l'écriture et qui donc utilisent l'écriture comme un outil, comme un moyen, comme un objectif dans leur pratique professionnelle ou bien dans leur activité culturelle et scientifique. Donc, je voudrais tout d'abord commencer en donnant la parole à... Oh, je reste sur ces diapos, non, peut-être, voilà. Peut-être que ça, c'est un peu plus joli. Je donne donc maintenant, je voudrais donc introduire la première intervenante d'aujourd'hui, Estelle Bariol. Donc, avant de donner la parole à notre intervenant, je me permettrai juste de faire une petite introduction à chacun et chacune. Donc, Estelle Bariol, après avoir travaillé pour Atelier Kempthiel et ZUS, fonde Studio Act à Rotterdam en 2020. À la recherche d'architecture résiliente inspirée par des systèmes vernaculaires, les studios proposent une approche low-tech et géosourcée basée sur les réemplois.
Diplômée en architecture de l'ENSA de Saint-Étienne, donc une ancienne élève, Estelle enseigne régulièrement des ateliers et des workshops sur les matériaux bio et géobasés à la Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Je l'ai sûrement mal prononcé, je m'en excuse, et à l'Académie van Bouwkunst d'Amsterdam. Studio Act développe une approche transdisciplinaire à travers des processus exploratoires et propose des modes positifs de construire et d'habiter en réponse à l'urgence écologique. Cette méthode de conception et de construction, basée sur l'expérimentation, permet de repenser l'acte de construire en adoptant une approche pratique, en explorant les langages du réemploi en échelle 1 à 1. Studio Act cherche des formes d'architecture qui favorisent les réemplois, invitant l'artisanat et l'esthétique comme une équation vers la durabilité. Merci beaucoup. Merci. Merci Boris pour l'introduction. Je pense qu'aussi c'est bien pour lancer ma présentation, parce que c'est pas forcément évident au premier regard d'attacher le studio à la notion d'écriture, et pourtant c'est vraiment sous-jacent à notre pratique constante. Donc je vais vous présenter un PowerPoint très rapide et attacher en fait quelques pensées autour de ça sur nos méthodologies de faire et à quel point en fait l'écriture ou les questions de langage prennent place en fait dans notre recherche. Donc je ne reviens pas sur le studio. Donc finalement, cette question entre guillemets de l'écriture ou du langage, elle se passe aussi donc dans des formes de construction. Donc au studio, on travaille beaucoup sur ces notions de low-tech, mais aussi de matériaux et d'histoires, de petites histoires ou de récits qui viennent en fait autour de ces matériaux. Donc quand on parle de réemploi, par exemple, ou qu'on parle de biosourcé, il y a évidemment tout un processus de collection de ces matériaux et encore plus dans le réemploi. Et dans le réemploi actuel, on retrouve énormément de matériaux qui ont des histoires liées à l'ère industrielle, liées à la colonisation, à des notions extractivistes, etc. Donc utiliser ces matériaux, ça veut aussi dire être capable de les raconter. Ils n'ont pas forcément pour objectif d'être toujours symboliques, mais être capable en fait d'en connaître leur histoire et de la narrer en fait dans ces projets, c'est important parce qu'on manipule des symboles et des symboles parfois très lourds. Ici, j'ai 3 projets qui sont donc des projets d'autoconstruction qu'on avait fait, sur lesquels on a exploré cette notion d'échelle 1 et de réemploi, pour lesquels en fait on est donc allé chercher nous-mêmes les matériaux, interroger les personnes qui revendent ces matériaux, les démolisseurs, etc., comprendre comment on peut les trouver et ensuite réfléchir à comment on peut exprimer ces formes de langage. Donc je vais passer un peu rapidement sur les slides, mais donc voilà, par exemple le bois, le bois qui a été exploité en fait dans la période extractiviste coloniale, c'est un vrai sujet de recherche pour nous, comme les matériaux par exemple qui proviennent comment on appelle ça, de l'agriculture intensive, par exemple aux Pays-Bas, ou encore les terres qui en fait dans beaucoup de régions ne sont pas forcément propres à la construction, sont extrêmement polluées et qui aussi portent en fait toutes ces traces industrielles, donc des pollutions très lourdes, extrêmement toxiques, et des quantités de matériaux qui sont en fait disponibles et qui questionnent comment on s'en sert maintenant. Donc raconter, ou en tout cas la question du langage, ça passe par des cartes, ça passe par trouver ces matériaux, comprendre les géographies, les territoires. Ça passe par raconter, ou en tout cas réfléchir à des formes de conception par des détails, en employant par exemple des dessins. Et donc à travers par exemple ce projet qui était un projet donc, de construction, déconstruction, reconstruction, Building and Building, Rebuilding. Et ce projet, l'idée, c'était d'expérimenter à l'échelle 1 et de questionner comment, à partir de mêmes matériaux, on peut plusieurs fois reconstruire. Je pense que ça interroge forcément, pour un architecte, les notions de détails. Et ces détails, comme je disais, on les raconte aussi, pas forcément qu'à travers des dessins, mais aussi à travers un récit qui doit être fort et qui doit être aussi compréhensible, je pense, par un plus large public, si on veut pouvoir porter les valeurs d'un réemploi en architecture. J'ai posé le mot récit, je pense que c'est vraiment ça. Ce projet, par exemple, d'une petite cabine là, de travail en extérieur dans un jardin à Amsterdam, c'est aussi ça, c'est raconter ces bois qui sont des bois en fait, qui viennent des pieux d'amarrage du port de Rotterdam, qui sont des bois tropicaux d'extrême bonne qualité,
qui permettent de construire en fait des ouvrages très très solides, durables, qui peuvent être exposés à toutes sortes d'intempéries. Et c'est aussi un bois qui raconte l'histoire néerlandaise du colonialisme, de l'extractivisme, et qui porte en fait des questions sociales, des questions de matériaux, des questions d'environnement, etc. Donc c'est aussi les raconter, les transcrire à travers donc, des projets, depuis les matériaux vers les projets. Ou alors encore donc, de cette notion, par exemple, aux Pays-Bas, qui est très forte d'agriculture intensive et qui en fait aussi se transcrit directement dans l'architecture, puisqu'en fait l'architecture des Pays-Bas, donc ce pays plat, c'est énormément de greenhouses et de serres de culture, de fermes, de cochons, etc., qui sont en fait des grosses banques de matériaux et qui sont régulièrement démolies. Et donc qui donne un patrimoine de matériaux pas forcément beau. C'est un patrimoine de matériaux standardisés, assez pauvres, de manufacture et qui demande aussi énormément d'énergie pour être fabriqués. Donc je passe un petit peu. Et enfin, juste pour finir, donc la notion de langage, comment on la travaille aussi à l'intérieur du studio. Donc c'est par l'écriture, la construction, mais aussi par un travail de recherche, donc autour de ces matériaux, mais aussi autour des formes bâties. Donc la notion de spolia, par exemple, alors elle n'est peut-être pas forcément familière, mais c'est cette idée qui émane en fait d'une période romaine antique où en fait on venait piller des matériaux pendant les guerres et on venait les exposer au vu de tous comme en fait des trophées. Donc c'est un peu cette idée qui s'est développée au fil des ans, au fil des siècles même, et qui s'est transformée petit à petit par parfois des pratiques en fait très vernaculaires, qui raconte juste des matériaux disponibles et un besoin en fait de construire, mais qui s'est aussi donc au travers des siècles traduit par de nombreux écrits. Et donc c'est un projet sur lequel on travaille en ce moment, la spolia, cette notion qu'on essaie de rattacher à cette question du vernaculaire, de la notion aussi donc de l'écriture, puisqu'en fait et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait cette notion de recherche ou d'écriture ou de langage, elle peut se trouver dans beaucoup de formes de pratiques architecturales. Cette définition, c'est une définition de l'Académie française qui raconte la forme de langage, le caractère écrit, en fait, qu'est-ce que c'est écrire. Et cette définition est intéressante parce qu'en fait, elle englobe beaucoup plus d'outils seulement que l'écriture. Mais je pense que l'écriture, elle est aussi essentielle et elle est au cœur, en fait, à chaque fois de ces recherches qu'on peut mener dans des studios. Donc, travailler sur cette notion spolia, c'est étudier des images, en fait, des outils propres à l'architecte, mais c'est aussi étudier des textes, des ouvrages écrits qui racontent comment ces spolias sont transformés et qui nous donnent, en fait, des clés de lecture ou des clés de réflexion pour, en fait, repenser des formes de bâtir, notamment cette notion de spolia, comment en fait aujourd'hui on peut repenser une spolia face en fait à des matériaux de pauvres manufactures, des matériaux qui sont du réemploi du XXe siècle, en fait de l'ère industrielle, et qui portent énormément de symboles, et questionner ces symboles, questionner ces index, questionner ces signes, etc. Et savoir si, oui ou non, on doit les exprimer et comment on peut les exprimer ou les utiliser. Bon, c'était une présentation un peu réduite, mais voilà, c'était l'idée, je pense, d'englober à travers plusieurs projets cette notion de langage et cette notion, je pense, qui fait vraiment partie aussi de notre production à Studio Hack, de fabriquer par l'écriture, par la construction, par l'autoconstruction, mais aussi par la recherche appliquée ou non, je pense, qui est porteuse et en tout cas qui nous enseigne tous les jours. Mais merci Estelle, on aura l'occasion de discuter tout à l'heure. Donc, Christopher Dessus, issu d'un parcours multidisciplinaire dans les arts appliqués, pense l'architecture comme une discipline perméable, du design aux arts visuels, en passant par l'édition et la scénographie. Diplômé de l'ENSA à Versailles, après une année d'échange à la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal, en 2015, il monte PLI, revue d'architecture et d'édition. Il est par ailleurs intervenu en tant qu'architecte et a travaillé la production des expositions de la ville Lanoye à Hyères et a été commissaire général de la 4e biennale du réseau des maisons de l'architecture, où il s'attache à appliquer l'architecture comme une discipline transversale au débordement et connexion illimitées. Dernièrement fondateur des PAF Ateliers, un atelier de conception d'architecture et de scénographie, il intervient à différentes échelles. Donc Christopher, je te laisse à ta présentation. Merci beaucoup pour l'introduction.
Elle était très très bien construite, ta presse, par rapport à ce que je vais présenter. Du coup, moi, je suis vraiment architecte sorti de l'école en 2015, et j'ai une approche très empirique en fait de la notion de l'édition et de ma pratique aujourd'hui de scénographe et d'architecte. Empirique parce que je pense que je ne savais pas où j'allais en sortant de l'école et je ne savais pas exactement ce dont j'avais besoin, mais j'avais l'intuition d'être très intéressé par la question de l'édition. Je ne comprenais pas pourquoi exactement ça m'intéressait. Du coup, j'ai travaillé énormément là-dessus. J'ai fait un diplôme, enfin, j'ai orienté mon diplôme et surtout un mémoire autour de la question de la relation entre architecture et édition. Et à la suite de cet écrit, mon premier écrit, en fait, c'est un peu notre premier écrit quand on sort de l'école. En fait, j'avais encore une deuxième intuition, c'était celle de ne pas être allé assez loin pour comprendre ce que c'était vraiment l'édition, et j'avais besoin de le faire. Et quand on apprend, hier soir, on en parlait encore avec quelques amis architectes, tant qu'on ne fait pas, tant qu'on ne produit pas quelque chose, on ne s'en rend peut-être pas compte en fait. Et d'éditer, en fait, c'était une façon pour moi de construire et de donner une sorte de première pierre à mon premier travail, de manière assez humble aussi, parce que l'idée c'était pas forcément de moi de me mettre à l'écriture, mais de sortir une sorte de, on va dire, de tout doux ou un protocole, comme on pourrait le dire dans le milieu artistique, un protocole de travail et de recherche en fait autour de la question d'un contenu ou en tout cas d'une thématique. Pli est arrivé assez rapidement avec en fait une grosse rencontre, ou peut-être 2 rencontres assez importantes avec Jean-Baptiste Paré j'étais assez jeune et qui est un graphiste que j'adore, qui travaille énormément la typographie, etc., qui est un ami de Pierre-Antoine, qui est aussi un artiste et un chercheur qui m'a accompagné pendant pas mal de mémoires. Je raconte les rencontres parce que ça fait partie du schmilblick de l'édition pour moi. On s'est mis autour d'un café et il m'a dit je te suis, on fait la revue, mais fais un truc simple, fais un truc rapide, fais un truc le plus immédiat possible. Comme ça, ça pourrait nous permettre de repenser la question de la revue et de sa présence en librairie. Et là, tout de suite, ça a commencé à tourner. Et j'ai commencé du coup à me dire ok, on va essayer de faire un ouvrage, une revue qui peut être un cale-porte, qui peut être une pierre, une brique, qui pourrait être un élément d'architecture. Donc tout de suite, on a pensé très gros, très épais. On a voulu travailler une couverture qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans la revue. Donc quelque chose de très très typographique. Je pense que là, je dois avoir une petite... quelque chose de très franc, très rapide. Il appelait ça très suisse. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il utilisait souvent. Et finalement, l'aventure est partie en 2015. De 2015 à 2017, ça a été une vraie approche de conquête de l'édition. Je ne savais absolument pas éditer, je ne savais pas travailler avec des imprimeurs, je ne connaissais pas du tout l'univers du papier. J'ai tout appris de manière très empirique, du coup, par la conversation et par la rencontre. Comme tu disais tout à l'heure, raconter des récits, c'est aussi se mettre soi-même en récit en fait, avec des gens et autour de soi et essayer de composer avec et surtout comprendre la valeur des uns et des autres à travers un projet. Je pense que c'est ça aussi qui fait le projet en architecture. Et pour moi, c'était aussi un projet d'architecture de monter une édition. Et du coup, on a édité en tout 6 ouvrages. 6 ouvrages qui sont passés d'une thématique très, très théorique. Donc, la première thématique, c'était l'hypertextualité. Moi, c'était en référence à Pierre Faucheux et à plein de penseurs, évidemment, et chercheurs. Sur la question, l'hypertextualité, pour moi, était une manière de rentrer directement dans le sujet de l'architecture de l'édition avec un principe très analogique de l'hypertexte. Quand on clique sur un objet, sur un lien en fait, sur Internet, on arrive à une autre donnée, etc. etc. Et comme Pierre Faucheux disait, un texte produit B fait toujours référence à un texte A, du coup antécédent. Et tout ce travail-là était une manière de faire référence. Et comment faire référence à l'architecture qui a déjà été produite? C'est en écrivant, c'est-à-dire en produisant de la matière supplémentaire qui n'est pas de la paraphrase, mais qui est du nouveau. Donc ça, c'était le premier ouvrage. Le deuxième que vous voyez, c'était sur le format, donc les formats. On l'a édité à 800 exemplaires, il a été vendu en 3 semaines. Ça a été aussi un
un vrai pas vers l'avant pour la petite revue qu'on était. Et ensuite, il y a eu Conflit en 2017. Bon, c'est un projet assez autobiographique, hein. En 2017, j'étais vraiment en conflit aussi avec moi-même et je pense avec les gens autour de moi. Et c'était un projet hyper intéressant pour moi parce qu'il m'a permis aussi de continuer en fait l'aventure du projet avec toujours l'envie de comprendre ce que c'était l'édition et comprendre ce que ça pouvait me permettre de faire et de continuer. On a fait un ouvrage aussi sur la question de la matière. Puis après, je vais m'arrêter un tout petit peu sur l'ouvrage qui a pour thématique l'obsession, parce que je pense qu'il a été assez important pour moi dans ma pratique d'architecte aujourd'hui, qui m'a permis de cristalliser quelque chose de assez fort que je ne comprenais pas en fait dans la façon dans laquelle je dessinais, c'est-à-dire un des principes hyper obsessionnels en fait vis-à-vis de forme, de matière et de références architecturales et d'écrit. L'écriture pour moi est devenue une obsession, c'est-à-dire que j'écris tous les jours et je dessine quasiment toujours les mêmes formes. Je travaille énormément sur des matériaux assez précis que je renouvelle assez souvent, mais ça m'a permis en fait d'avancer par le biais en fait d'autres contributeurs, hein. C'est-à-dire que je me suis pas trouvé tout seul. Je me suis trouvé en donnant la parole à d'autres gens à travers Pli. C'est-à-dire que par exemple dans cet ouvrage-là, et je pourrais les commander tous, mais ça pourrait être hyper long. Par exemple, cet ouvrage-là édite plus de 40 personnes. Il y a eu 20 personnes qui ont écrit des articles et il y a 20 personnes qui ont été sélectionnées par l'intermédiaire d'un appel à projet, enfin / appel à articles, et on les a accompagnés pendant 1 an à écrire. Donc c'est une démarche. L'édition pour moi a été vraiment une démarche c'est vraiment une aventure quoi. C'est vraiment un travail autour de la rencontre, mais aussi sur quelque chose d'assez long. Ça prend du temps. Et ce temps-là d'écriture-là a été un peu biaisé, on va dire, par l'argent. C'est-à-dire qu'assez rapidement, au bout de 3 ans, en fait, je me suis aussi énormément rendu compte que produire des ouvrages auto-édités sans pub, parce qu'il n'y avait pas de publicité, l'idée c'était vraiment de travailler sur cette chose-là. On a commencé à faire des partenariats, mais c'était quand même assez compliqué. Du coup, j'ai dû mettre un peu ma pratique théorique, on va dire, de côté. Parce qu'au final, à la fin, en fait, au bout du 6e numéro, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à m'approprier des choses et être un peu plus légitime à pouvoir faire des choses. Parce qu'il y a aussi le syndrome de l'imposteur. Quand on n'a pas fait aussi d'édition et qu'on n'a jamais vraiment écrit, être architecte, c'est savoir un peu tout et rien faire, de manière très honnête et très, très humble. Et à travers cette façon de réfléchir, j'ai eu envie de retourner à mon premier amour, entre guillemets, de l'espace et de reconnecter en fait avec le caractère plus spatial des choses et des mots. Du coup, ça a donné lieu à une première exposition qui était en rapport avec le numéro 3, qui s'appelait Soupli, et qu'on avait fait en collaboration avec le 308 à Bordeaux. C'était la première fois que j'ai essayé de spatialiser ce que c'était une revue. Et du coup, j'ai mis 2 images là. Mais en fait, l'idée, c'était de reprendre tous les échanges qu'on avait eus pendant la production de l'ouvrage et de les catégoriser d'un point A à un point Z sur toutes les étapes. Il y a eu du coup l'appel à projet, il y a eu les échanges avec les échanges de mails, les bons dialogues avec les gens, les mauvais aussi, les dialogues rompus, les engueulades aussi, ce qui fait qu'on produit de l'édition. C'est pas un long fleuve tranquille pour moi, c'est vraiment un parcours beaucoup plus. Ça peut être un parcours aussi chaotique autant que joyeux autour de la production de nouvelles choses et comme en architecture, c'est-à-dire pour produire un bâtiment, il y a énormément d'embûches, il y a énormément de choses qui se mettent devant nous, mais aussi énormément de facilités qui peuvent se produire, des rencontres aussi. Et c'était un peu le projet. Donc ça a été vraiment la première chose. Après, j'ai eu la chance d'être commissaire d'une expo. J'étais tout jeune, je pense que j'avais 23 ans, 24 ans. Et c'est la première fois qu'on me donnait la carte blanche pour faire quelque chose. J'avais du coup invité plein de gens que j'avais rencontrés dans la revue. Et le parti pris de cette biennale-là, c'était de se dire, bon, le réseau des maisons de l'architecture travaille de manière très pragmatique en fait, sur le territoire, sur un réseau super, on va dire, construit des maisons de l'architecture qui sont quand même hyper importantes sur les territoires et qui permettent juste de diffuser des choses assez intéressantes. Mais l'idée, c'est de prendre un biais un peu différent,
c'était d'inviter on va dire pour la première fois pour eux, des pratiques complètement plus transversales, on va dire, qui moi me semblaient tout à fait naturelles, mais pour le réseau le réseau des maisons de l'Archi était un vrai saut, un vrai pas. C'est-à-dire inviter des designers, inviter des artistes, inviter des écrivains, des personnes qui ont des pratiques qui parlent d'architecture, mais de manière assez différente. Ça, c'était vraiment le deuxième gros projet. Ensuite, dernièrement, j'ai reconnecté aussi à mon enfance. Pour la petite histoire, mon père est horticulteur et mon grand-père l'était, etc., etc. Et l'idée, c'était de refaire un lien à travers l'édition, à travers l'exposition, à des références autour de la fleur. Ça, c'était un des derniers projets que j'ai fait. Et puis, je ne sais pas si j'ai encore quelque chose. Un dernier lien avec Pli, qui a été aussi le démarrage de PAF, PAF Atelier ensuite. J'aime bien les 3 lettres, hein, si vous vous rendez compte. L'idée de ce projet-là, c'était de rendre possible, donc pendant 6-7 ans, j'ai contribué entre guillemets à la publication de 283 personnes. J'aime bien le 3 parce que c'est important de citer tout le monde. À la suite de ça, on a voulu concrétiser on va dire une aide, enfin en tout cas un accompagnement à l'édition par aussi un accompagnement à la création de premières installations, de premières œuvres auprès d'architectes. Et donc on a sélectionné 11 architectes, on va dire pluridisciplinaires, avec entre guillemets des compositions assez pluridisciplinaires dans leurs équipes. Et on les a exposés au pavillon L'Arsenal, c'est-à-dire on a trouvé 200 000 € et on les a accompagnés entre guillemets à produire leur première œuvre, qui pour la plupart les ont pas mal aidés à avancer dans leur schmilblick. Pour conclure juste rapidement, je ne sais pas si c'était long ou court, moi l'écriture pour moi est avant tout une manière entre guillemets d'avoir une démarche peut-être plus humble sur les choses et une construction mentale entre guillemets beaucoup plus empirique, et qui permet aussi un peu le droit à l'erreur et le droit entre guillemets à de pouvoir non pas effacer, parce que quand un ouvrage sort, le temps s'arrête. C'est ça aussi qui m'intéressait, comme quand entre guillemets on livre un bâtiment. Et l'écriture pour moi a été plutôt une surface de liberté, ouais, beaucoup plus grande et beaucoup plus large, et qui permettait aussi de m'abstenir aussi de problématiques un peu plus, on va dire, un peu moins tangibles, c'est-à-dire économie, liberté intellectuelle, rencontres, etc., etc. Donc c'était vraiment pour moi un biais pour pouvoir découvrir ce que l'architecture pour moi pouvait être, voilà, si je peux synthétiser. Merci Christopher. Donc pour poursuivre, je vous présente Beatrice Lampariello. Beatrice Lampariello est diplômée de l'Université de Roma 3, a obtenu un doctorat à l'École polytechnique fédérale de Lausanne EPFL, financée par le Fonds national suisse pour la recherche scientifique. Elle a mené des activités de recherche et d'enseignement à l'EPFL en tant que collaboratrice scientifique et chargée de cours. Elle est actuellement professeure d'histoire de l'architecture à l'Université catholique de Louvain, UCL, à Bruxelles, UC Louvain. Elle a publié plusieurs articles, essais et monographies axés sur Superstudio, la Villa Floriac de Remcolas, OME, Aldo Rossi, et aussi sur, de façon plus générale, les avant-gardes des radicaux florentins. Béatrice, je te donne la parole. Merci Boris pour cette présentation et merci surtout à l'école pour l'invitation d'aujourd'hui. C'est pour moi un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Je n'ai pas préparé des images, j'aimerais juste avec vous partager quelques réflexions sur qu'est-ce que ça signifie pour moi écrire en et sur l'architecture, et donc qu'est-ce que ça signifie pour moi, de manière plus générale, qu'est-ce que ça signifie rédiger un texte. Alors pour moi, rédiger un texte, c'est une forme de représentation à travers des signes graphiques conventionnels. Et donc, rédiger un texte est par définition rédiger un projet. Rédiger un texte, c'est donc la concrétisation d'une pensée créative et critique. Rédiger un texte, c'est l'impression sur une feuille analogique ou digitale d'une pensée
construite à travers des expériences personnelles, des visites d'exposition, des lectures, mais aussi des visionnages de films. Et donc, rédiger un texte, c'est un acte fortement personnel qui est orienté vers une collectivité d'étudiants, étudiantes et professionnels intéressés par une forme d'architecture qui soit écrite, dessinée, exposée ou construite à partir d'une vision acquise à travers l'étude et l'expérience. Rédiger un texte est donc l'acte qui transforme l'architecte, ce que moi aussi je suis, en opérateur culturel. Et rédiger un texte, donc, est l'acte qui transforme les signes du dessin d'architecture dans des mots. Rédiger un texte est donc dessiner le contour d'un espace de connaissances pour la redécouverte et l'approfondissement des personnalités et des thématiques. Rédiger un texte est donc transformer ce qui est le chantier dans quelque chose de différent. Rédiger un texte n'est pas simplement ce qui anticipe et suit le chantier, les relations des projets, les textes qu'on rédige pour expliquer les projets aux commanditaires. Rédiger un texte devient une alternative visionnaire au chantier. Rédiger un texte est un dessin, donc représentation d'une réalité ou d'un imaginaire, et un maquette modèle qui devient un exemple pour d'autres projets. Rédiger un texte est donc avancer et reculer dans une vision critique continue pour un projet qui doit être désormais compris comme une véritable narration, comme un véritable récit. Et donc, finalement, rédiger un texte, c'est chercher dans les méandres du passé et du présent de nouvelles perspectives pour comprendre le monde et finalement offrir de nouveaux points de vue pour esquisser des futurs alternatifs. J'aimerais bien aussi en avoir une transcription. Merci, merci vraiment, Béatrice. Maintenant, je vais poursuivre en présentant la quatrième et dernière intervenante donc, de la séance écriture-architecture, Maryse Quinton. Donc, Maryse Quinton, architecte de formation, diplômée de l'ENSA Bretagne, vit à Nantes et travaille un peu partout, comme elle vient de me rappeler, et se consacre au journalisme depuis 2001. Elle exerce en freelance et écrit pour différentes revues françaises et étrangères, en presse spécialisée, mais aussi grand public, autour des questions d'architecture, d'urbanisme et de design. Elle est l'autrice de plusieurs ouvrages sur l'architecture contemporaine en Bretagne et à Paris, sur Chas et Ray Eames, entre autres. Maîtresse de conférences associée, TPCAU à l'ENSA Nantes. Maryse, merci, je te donne la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Je m'excuse de ne pas être parmi vous, mais j'enseignais à l'école de Nantes hier et arriver à Saint-Étienne à 9h ce matin au prix d'une empreinte carbone décente n'était pas possible. Donc voilà pourquoi je suis en visio. En quelques mots, déjà, je trouve que vous avez une grande chance d'assister à ces rencontres parce que moi, quand j'étais à l'école d'architecture de Bretagne, dont je suis diplômée, le seul horizon qui nous était présenté était celui de la maîtrise d'œuvre. Et alors, je ne suis pas très jeune, mais je ne suis pas non plus si vieille. Et j'ai eu mon diplôme en 2001. Et je pense que 95% des étudiants avec qui j'ai fait mes études sont en maîtrise d'œuvre aujourd'hui. Alors, par choix évidemment, mais aussi parce qu'on ne nous a pas beaucoup ouvert d'horizon sur le champ des possibles de la discipline. Donc moi, assez vite, j'ai eu l'intuition qu'au-delà de mon appétence pour l'écriture, que j'exercerais l'architecture sous une forme un peu différente. Et quand j'ai passé mon diplôme donc DPLG à cette époque-là, il y avait un stage à faire
tout le monde faisait son stage dans une agence d'architecture. Moi, je me suis un peu battue, j'avoue, parce que je n'avais aucune envie d'aller dans une agence. Et j'avais vraiment envie de découvrir le monde du journalisme, qui était un peu une fascination de l'enfance. J'ai toujours été très consommatrice de presse. Et puis, envie aussi de saisir cette opportunité de stage pour découvrir un monde que j'aurais peut-être jamais l'occasion de fréquenter, parce que j'avoue que j'imaginais pas que vivre de l'écriture dans le domaine de l'architecture était une possibilité. Donc j'ai effectué mon stage au sein d'AMC, où je suis restée une dizaine d'années. Alors, par rapport à ce qui a été dit précédemment, j'évolue encore d'ailleurs. J'ai toujours évolué dans un milieu assez institutionnel de la presse, parce qu'il y a aujourd'hui énormément de nouvelles formes d'édition très enthousiasmantes qui se créent. Mais alors pour le coup, moi, mon expérience, elle est vraiment liée à la réalité économique de la presse en France, avec des annonceurs, toutes les contraintes que ça implique, le prix du papier. Bon, ceci dit, le prix du papier, tout le monde est concerné, mais voilà, donc c'est juste pour vous expliquer que je suis dans une espèce de réalité économique de la presse qui n'est pas un détail, puisqu'elle implique directement la question de comment vivre de l'écriture aujourd'hui. Donc, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé pour AMC, donc pour un public d'architectes, d'étudiants en architecture, dans un milieu quand même où tout le monde, les architectes, parlaient aux architectes. Et l'autre intuition, enfin l'envie que j'ai eue, c'est aussi rapidement, c'est de parler d'architecture à ceux qui n'étaient pas convaincus par son intérêt. En tout cas, à essayer, j'aime pas trop le mot vulgariser, mais bon, j'en ai pas d'autres. En tout cas, d'être capable de transmettre mes connaissances à un public moins averti et peut-être espérer de sensibiliser les gens aux enjeux de l'architecture. Donc, au bout d'une dizaine d'années, donc vers 2011 à peu près, j'ai quitté AMC et puis je me suis lancée en freelance. J'ai eu une expérience assez intéressante j'étais commissaire des AJAP 2010, donc qui était un exercice assez intéressant, puisqu'il s'agissait à la fois d'opérer la mise en récit des parcours d'agences naissantes, et de le restituer dans un catalogue et une exposition qui se déroulait à la Cité d'Architecture et qui était quand même censé attirer un public un peu plus large que celui des étudiants en architecture et des architectes. Donc déjà, ça m'avait un peu mis en situation de dire comment parler d'architecture, à un autre public, quoi. Donc je me suis ensuite lancée en freelance. Donc aujourd'hui, je travaille pour différentes revues. Je travaille beaucoup pour la revue Da, qui reste une revue qui s'adresse aux architectes. Et en parallèle, je travaille pour pas mal de magazines grand public qu'on trouve dans les relais des gares. Et c'est un exercice qui m'intéresse beaucoup, de faire le va-et-vient entre les deux. Donc, j'ai aussi eu l'opportunité d'écrire des ouvrages à la suite aux sollicitations des éditions La Martinière, qui est mon éditeur depuis une dizaine d'années maintenant, où là aussi, je me suis retrouvée dans cette situation de La Martinière. C'est une grande maison d'édition, mais avec un public, un grand public. J'aime pas non plus tellement ce terme-là, mais en tout cas une audience assez large. Et c'est assez rapidement posé la question de comment je vais parler d'architecture à travers des ouvrages qui peuvent intéresser un public plus large. Donc le dernier en date que j'ai publié, qui s'appelle Habiter autrement, questionne la typologie du logement et ce que l'architecture peut dans les modes d'habiter. Et ça, c'est des notions qui sont assez connues de nous autres architectes ou futurs architectes, mais qui ne sont pas évidentes à transmettre au grand public. Donc j'ai effectué un travail de collecte de projets à travers le monde, qui proposait des manières d'habiter différemment et de sortir des standards du logement actuel.
Et je ne veux pas du tout me jeter de fleurs, mais en tout cas, le livre a très bien marché. Il a été réédité 3 fois. On doit être à 6000 exemplaires aujourd'hui. Et c'est bien la preuve que l'architecture, si on en parle avec les bons mots et si on essaye un peu de s'adresser à une audience plus large, je pense que tout le monde est capable de recevoir ces informations-là. Parce qu'on a souvent, dans notre milieu, on a souvent tendance à dire ah, mais les gens n'y connaissent rien en architecture. Et voilà. Je pense que l'écriture est en tout cas un bon moyen pour faire passer ces idées. Donc, en parallèle, j'enseigne à l'école d'architecture de Nantes, et où l'écriture est assez présente aussi dans ma pratique, parce que finalement, pour résumer ce qui m'intéresse à travers l'écriture, c'est vraiment la notion de transmission. Donc, elle prend aussi une forme évidente dans l'enseignement. Et c'est vrai que j'ai essayé de l'intégrer à ma pratique de l'enseignement, parce que moi, j'ai pas la prétention d'enseigner à mes étudiants une approche de praticienne que je ne suis pas, que je n'ai jamais été, donc je peux leur apporter des choses différentes. Et c'est vrai que dans mon métier, qui consiste quand même à documenter le réel, à raconter des histoires, à expliquer un peu le pourquoi du comment des projets, je me rends compte que même les architectes eux-mêmes, même avec un projet superbement réalisé, construit, réussi, et il n'est pas toujours facile à expliquer. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je me dis, on n'a jamais vraiment, enfin en tout cas, quand moi j'étais à l'école, on m'a jamais vraiment... on n'a jamais attiré l'attention sur le fait que c'était important, que les pièces écrites sont très importantes dans la pratique. Et c'est vrai que sorti des mémoires, en fait, il n'y avait pas réellement d'exercice un peu quotidien de la pratique d'écriture, qui est quand même une espèce de sport. C'est comme faire du footing, quoi. Il faut s'entraîner. C'est pas en faisant un mémoire tous les je sais pas combien enfin à mon sens, qu'on peut s'entraîner. Donc c'est vrai que j'essaye d'intégrer ça dans ma pratique en TPCAU, sous forme de, je détaillerai pas ça ici, mais plein de petites formes d'exercices qui peuvent même se révéler assez ludiques, et pour essayer un peu d'insuffler ça au quotidien et dans la transmission de ce que je souhaite faire passer aux étudiants. Donc, pour conclure et revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi, ce qui me pose question aujourd'hui, c'est je suis assez convaincue de l'intérêt de l'écriture dans l'architecture. Dans mon cas précis, elle pose la question clairement de l'économie. Elle se heurte à l'économie du livre, de la presse aujourd'hui en France, voilà, qui est pour moi une réalité qui m'inquiète un petit peu sur le devenir de ces médias-là, quant à leur pérennité. Voilà, c'est une question ouverte, mais c'est ce qui me préoccupe aujourd'hui. Enfin, qui m'interroge plus que préoccupe, mais qui m'interroge. Merci à vous. Merci Maryse. Donc moi je voudrais réagir donc, à partir justement de certaines de ces présentations. Donc on a vu donc des façons d'interpréter et de vous présenter la question d'écriture d'une façon différente. Moi, une des questions qui me préoccupe le plus et qui ont été aussi présentées à vous tous aujourd'hui, c'est une question biographique, c'est-à-dire surtout Maryse, par exemple, et Christopher, dans les présentations que vous venez de faire, vous avez aussi donné un certain espace à présenter la question sous un angle très biographique. Donc c'est quelque chose qui m'a intéressé justement parce que, je le rappelle, la présentation s'adresse aussi pour vous donner des points de repère. Maryse le souligne à quel point, par exemple, dans les années d'études, cette présentation de cette possibilité qui ont à faire avec une architecture qui va au-delà de l'objet bâti n'était pas peut-être, comment dire, suffisamment discutée. Et donc, à propos de cette question biographique, je voudrais aussi avoir Estelle et Beatrice sur cette question, parce que vous vous êtes pas trop attardés sur cette question. Donc, Estelle, par exemple, dans ton cas, comment tu arrives donc comment dire, à te concentrer sur la question de l'architecture comme forme narrative. Comment tu arrives, par exemple, à t'intéresser à la question du symbole en architecture, et donc à faire, en réalisant une architecture qui est aussi un texte.
une question difficile. Alors, peut-être juste pour recentrer, c'est vrai que moi, ma pratique, elle a commencé donc à l'école d'architecture de Saint-Étienne, beaucoup sous des formes écrites. J'ai fait un master recherche où, dans ce master recherche, c'était vraiment la question des formes et des modes de faire de l'architecte, ou en tout cas de ses lieux de fabrication. Donc, où est-ce qu'on se situe comme architecte, d'où est-ce qu'on travaille en fait. Donc, repenser, ou en tout cas questionner ses lieux et ses outils. Donc, finalement, c'est des choses que je retrouve dans la pratique. Et je pense que, alors, cette question, en tout cas, du symbole, elle est difficile, et je pense que le travail, donc on peut parler de travail écrit, mais aussi de travail de pratique, de travail sur site, en fait. Je pense que c'est aussi ça qui emmène, en fait, tout le temps ces questions de rencontrer, en fait, d'abord de rencontrer les gens, en tout cas, qui collectent, qui trouvent, qui racontent, en fait, ces histoires un peu cachées, parce que c'est des histoires qu'on collecte, mais qui sont écrites nulle part, en fait. C'est des revendeurs qui récupèrent un matériau et qui vont nous raconter rapidement une histoire cachée. Et donc, en fait, nous, on récupère ces histoires et on se questionne sur est-ce qu'on les représente, est-ce qu'on les raconte ou pas. Et si on les raconte, est-ce que le bâtiment devient un symbole, ou est-ce qu'en fait, on peut faire abstraction du symbole et juste, en fait, raconter ces matériaux et ces assemblages? Et est-ce que c'est pas aux usagers, au public, aux gens qui vont rencontrer ces formes bâties, en fait, de se refabriquer un récit à partir de ça, ou en tout cas de se questionner. Voilà, je pense par exemple à la notion colonialiste qui est cachée derrière, en fait, énormément de bois tropicaux et plus de matériaux encore que les bois tropicaux. C'est des questions qui ont des impacts géographiques immenses, puisqu'en fait, c'est des régions entières qui ont été dévastées, pillées pendant des années, et qui en fait aujourd'hui encore portent des traces et continuent de reproduire des modes similaires. Je pense qu'en fait, juste les raconter, c'est aussi donner des outils aux usagers. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question du symbole. Moi, j'ai aucune réponse sur la question du symbole, puisque c'est aussi une recherche qui est en cours, en fait. Voilà. Merci. Et donc, la même question, notamment sur cet complément biographique que je trouve nécessaire. Alors, Béatrice, dans ton cas, tu arrives et tu nous présentes une architecture. Tu présentes une architecture parce qu'à travers donc, ton texte, à travers ta présentation, tu nous montres cette synonyme entre, si je l'ai bien compris, projet, architecture écrite, projet d'architecture. Mais alors comment, on voudrait peut-être en savoir plus, c'est-à-dire comment tu arrives à t'intéresser tout simplement à la question de l'architecture écrite. Donc là, on entre dans mon histoire. Et c'était une illumination assez rapide. Donc j'ai compris ce que je voulais faire pendant la première semaine de mes premiers cours à la première année. J'ai eu une intuition assez rapide pendant que je suivais les cours d'histoire. Et j'ai tout de suite compris que ce que je voulais faire, c'est comprendre, étudier et restituer aux autres ce que j'avais compris et ce que j'avais étudié. Et donc, pendant mes 5 années d'études, ce que j'ai fait, c'était participer à tous les ateliers, à tous les workshops en Italie et ailleurs pour vérifier si cette intuition était celle juste. Et c'était le cas. Donc, j'ai terminé mes études avec déjà un diplôme dédié à l'histoire et la théorie de l'architecture. Et depuis lors, ça fait presque 15 ans, je suis toujours convaincue de mon intuition, qui est aussi, je trouve, une offre pour la société contemporaine. Avec toute l'humilité que je puisse avoir, j'espère de pouvoir vraiment servir à quelque chose. Donc, j'écris pas pour moi, j'écris pour les autres et surtout pour mes étudiants et mes étudiantes. Merci Béatrice. À propos, encore une fois, de la présentation que tu viens de nous faire, je me permets juste d'ajouter un commentaire, c'est-à-dire, et j'invite aussi vous toutes et tous à y réfléchir parce que donc, ta présentation a l'air
de faire référence aussi à une certaine façon de se positionner, même au niveau de l'écriture d'architecture. On a vu, on a connu les manifestes d'architecture. C'est des manifestes dans lesquels l'architecture se positionne, l'architecture se décrit, on définit qu'est-ce que c'est l'architecture. Donc je trouve que ton positionnement aujourd'hui est particulièrement fort parce que ça me semble avoir revu certaines vraiment même moyens expressifs dans la façon de donc, nous raconter qu'est-ce que c'est l'architecture écrite. Ça, c'était juste un complément qui avait à faire avec... Et juste une chose, je me permets de dire que l'écriture n'est pas en crise. Je me permets de dire que l'écriture connaît une multiplication et un changement de vitesse. Et donc, on a la possibilité d'exploiter d'autres médias qui nous ont été déjà présentés pendant tout le XXe siècle. Et il faut aller vers cette direction. Donc, il faut exploiter ces médias qui nous sont offerts et vérifier qu'est-ce qu'on peut en faire. Toujours pour imaginer de nouveaux avenirs et se positionner par rapport à la contemporanéité et ce qui arrivera après. Donc, l'écriture, encore une fois, pour moi, un engagement dans la société contemporaine et future très importante. Et ça me permet de donner la parole justement à Christophe et à Maryse sur ce qui est justement la question de l'état donc, du monde des éditions d'architecture. Les deux, vous avez tous les deux donc, travaillé de façon très forte sur ces domaines. Et alors la question très ouverte pour vous deux, c'est qu'est-ce qu'est l'état présent du monde de l'édition d'architecture et quels sont donc ces futurs possibles, surtout en pensant au public que vous avez devant aujourd'hui, donc étudiantes et étudiants qui pourraient être intéressés à se lancer dans ces domaines. Marie, je t'en prie. Moi, je suis assez d'accord avec Béatrice. Je ne crois pas du tout à la mort de l'écriture. Elle est très vivace. Je n'ai pas vraiment d'inquiétude là-dessus. Moi, mes inquiétudes, elles sont liées à mon point de vue de journaliste travaillant dans la presse écrite et dans le papier et dans des éditions ancrées dans une réalité économique. C'est-à-dire qu'on peut faire des livres auto-édités. Il y a plein de formes possibles. Mais pour les revues pour lesquelles je travaille et les maisons d'édition pour lesquelles je travaille, malheureusement, elles sont là pour vendre leurs revues et vendre leurs livres. Et du coup, il y a une réalité économique qui est très forte, liée aux annonceurs. Les annonceurs dans les revues d'architecture, je ne sais pas si les étudiants le savent, mais les revues d'architecture, elles sont aussi financées par les publicités qu'il y a dans les revues. Et c'est vrai que les annonceurs... en toute logique, se déplacent sur les réseaux sociaux, sur d'autres manières de parler de ce qu'ils font. Et c'est vrai que la revue d'architecture traditionnelle doit faire face à cette difficulté, cette ouverture de la concurrence un petit peu, parce que c'est vrai que pendant longtemps, ils ont été assez référents dans la prescription, donc voilà. Mais je pense qu'il y a des nouvelles formes à inventer, mais c'est vrai que la revue d'architecture, comme on les connaît tous, je ne suis pas sûre qui dépend en tout cas d'un modèle économique lié aux annonceurs et aux abonnements. Aujourd'hui, c'est assez compliqué. Beaucoup de gens ont du mal à se faire à l'idée qu'on puisse payer pour lire un article, quoi. Parce qu'on a un accès à l'information qui peut être plus facilité. Et c'est vrai qu'on on a une chute des abonnements. Il y a une réalité de payer pour l'écrit. Autant pour un livre, ça reste à peu près ancré dans les mentalités, mais la presse, elle a cette difficulté-là qu'elle est concurrencée par des accès nouveaux qui font que se tourner pour acheter une revue papier, c'est plus toujours c'est moins une évidence que ça a pu l'être quand
Quand moi j'étais étudiante, il y avait quand même les revues AMC, Date, tout ça qui venaient, alors elles le font peut-être toujours, j'en sais rien, qui étaient dans le hall de l'école à la rentrée pour nous vendre des abonnements. Je pense que parmi vous, je ne vous vois pas, mais je pense qu'il y a 0 personne qui est abonnée à une revue d'architecture. Peut-être je me trompe, mais dans mes étudiants, il y en a 0 en tout cas. Et ce que je comprends parfaitement. Et on avait accès de la même manière aux revues à la bibliothèque. Hein. Ce n'était pas une histoire d'accès, c'est que c'était plus ancré de se constituer une collection, d'avoir comme ça une espèce de mini-bibliothèque chez soi, ce qui n'est plus vraiment le cas. Moi, je pense que ma réponse, elle est complètement différente parce que moi, j'ai pas du tout l'orientation d'être journaliste. C'est-à-dire que je documente pas en fait ce que j'ai vu ou ce que je vois, mais je donne plutôt la parole entre guillemets aux gens que je croise, ou en tout cas les personnes qui m'inspirent, qui m'influencent, etc. Je leur donne la possibilité d'aller plus loin. Donc, c'est-à-dire à travers le médium de l'écriture, de pouvoir avoir une surface de liberté pour pouvoir avancer sur leurs recherches, ou en tout cas être plutôt dans cette démarche-là. Et moi, elle me permet de manière très empirique en fait d'avancer à travers ces accompagnements, ou en tout cas cette liberté éditoriale que j'ai proposée. Moi, très rapidement, j'ai pas voulu rentrer, et j'ai énormément étudié les revues AMC, DA, etc., etc. Ici, lors de pas mal de conversations avec des libraires, notamment Samuel Hope, Librairie Volume à Paris, que vous connaissez sûrement, qui m'avait dit, j'étais tout jeune, je sortais de l'école, il me dit qu'est-ce que tu veux faire en édition, parce que l'édition, elle est là, quoi. Il me montrait en fait l'ensemble des revues qui sortaient. C'est lui qui m'a un peu éduqué, en fait, Sandrocco, avec son approche, en fait, c'est-à-dire avec son approche de libraire. Et il me disait, en fait, aujourd'hui, pour sortir de la revue, regarde les annonceurs, ça va être hyper compliqué, comment tu vois les choses, etc. Et je pense que dès qu'il m'a dit ça, je me suis dit, en fait, je vais prendre ma voix. En fait, si j'édite quelque chose, j'ai envie de le faire comme j'ai envie de le faire, et j'irai jusqu'au bout. Même ça m'a coûté énormément d'argent. Hein. J'ai mis beaucoup d'argent sur la table pour que j'ai emprunté en plus. Enfin bref, que je suis pas du tout d'un milieu riche, comme vous l'avez vu avec les fleurs. Et pour moi, c'était une façon plutôt d'avancer, en fait. Du coup, on n'a pas du tout la même vision des choses. Aujourd'hui, la maison d'édition, on est en train de la recalibrer, justement vers ça. C'est-à-dire trouver un modèle économique qui est, on va dire, moins intuitif, un tout petit peu moins, même si je n'arriverai pas, entre guillemets, à mettre mon intuition de côté, ou en tout cas mon caractère très spontané des choses. Trouver un peu un modèle un peu plus intéressant, c'est-à-dire qui est un peu moins... Pli, c'était 450 pages par an, quoi. Donc, en termes de travail, d'écriture, et il y avait 90% de texte. Donc en termes de travail, de relecture, de traduction, c'était un bilingue aussi, diffusé de manière internationale en 2000 exemplaires. Enfin, c'était quand même un vrai gros challenge. Là, j'ai envie de le faire un peu plus petit. Mais voilà, l'idée, c'est de réfléchir à cette économie-là. Et comme tu le dis très bien, Maryse, c'est de manière très factuelle, il faut comprendre la valeur et la qualité de l'écriture. Mais pour moi, elle passe par la qualité, c'est-à-dire... je ne dis pas que ton travail de journaliste est moins qualitatif que le mien, c'est pas ce que je dis du tout, mais que j'ai très vite voulu intégrer peut-être des articles beaucoup plus longs de recherche, en tout cas pas le format journalistique, peut-être que j'ai pu croiser entre guillemets dans les magazines comme Da ou MC, mais qui sont quand même assez importants, hein, mais qui sont, je pense, à l'antithèse de ce que je souhaite faire en tout cas. Voilà, on est très complémentaires en avis. Merci Christopher. Donc, je voudrais utiliser maintenant une quinzaine de minutes pour ouvrir la discussion au public. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a de réflexions, des questions, des commentaires, des curiosités justement pour un ou plus de nos intervenants? Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'avais une question qui était plus pour vous, Christopher. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre nouvelle revue qui s'appelle JTM? D'ailleurs, c'est assez marrant ce que vous avez parlé. C'est bien. Pardon? Vous êtes au courant? Ouais, je me suis de près, PAF Atelier, je suis fan. Ouais, non, c'est marrant parce que c'est toujours un nom en 3 lettres, donc ça me fait penser à ça. Obsessionnel. Et est-ce que c'est comme une sorte de renaissance de la revue Pli? Est-ce que c'est une suite et est-ce qu'il va y avoir comme une sorte de nouvelle ligne éditoriale,
une approche différente des thèmes que vous allez aborder? Quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que vous allez nous présenter? Oui, Merci. JTM, c'est 3 lettres, parce que j'avais envie de trouver quelque chose en 3 lettres, comme tu dis, et qui justement part d'un jargon très simple à la fois de dire je t'aime à quelqu'un, je t'emmerde ou je te mens, enfin, où on peut en trouver plein. C'était une manière très simple, et comme j'en discutais à je sais plus qui tout à l'heure, j'adore prendre des choses qui sont très très du quotidien, qui sont presque très contemporains, qui sont liés même à la pratique du texto, pour essayer presque de le questionner comme étant un sujet. Et du coup, cette revue-là, elle va, à mon avis, être assez différente de Pli dans sa construction. Cette fois-ci, il va y avoir un parrainage, ou en tout cas un expert ou une experte qui va être, à chaque fois, va colorer en fait la revue. Du coup, ça va être une revue qui va être biannuelle aussi. C'est une revue qui va permettre d'avoir aussi un peu plus ce pendant éditorial qu'on avait un peu moins fait, c'est-à-dire un côté un peu plus reportage sur justement cette personne-là. Et ensuite, cette personne-là va aussi participer au comité éditorial et du coup, au choix des personnes qui vont être dans la revue. Cette fois-ci, il ne va plus y avoir presque 40 personnes, mais il va en avoir 10, 15 maximum. La moitié va être sélectionnée du coup par le comité éditorial, donc invitée, et l'autre moitié va être, entre guillemets, appelée à participer. C'est-à-dire que Pli était aussi beaucoup basé là-dessus, sur donner la possibilité à des gens d'écrire pour la première fois. Et ça, c'est quelque chose que je veux garder. Du coup, on va lancer un appel à projets et articles en janvier. Et du coup, le premier numéro sortira en 2024, sûrement en septembre, pendant la Paris Design Week ou quelque chose comme ça. Voilà. Super, merci beaucoup. Que j'ai été clair. D'autres questions, remarques, curiosités? Mais la thématique reste architecture, architecture, scénographie et les pratiques alternatives liées à l'archi, justement. Pardon, je n'ai pas reprécisé la thématique, mais ça reste toujours dans le même créneau. Scéno, ouais. Il y a très peu, en plus, de revues qui parlent vraiment de la scénographie et qui questionnent justement cette pratique-là, sachant que la scénographie appartient aussi à un champ de travail qui est beaucoup plus lié au théâtre et au spectacle vivant, qui est quand même de base quelque chose qui vient de là, en fait. Nous, on l'a décalé, on n'est pas les premiers. Hein. En architecture, on travaille énormément sur l'éphémérité aussi, mais on essaie de le décaler et d'essayer de le questionner. C'est très peu théorisé, quoi. En tout cas. S'il n'y a pas des autres questions, moi peut-être j'en ai une qui a à faire avec justement la question de l'écriture d'architecture et de l'école d'architecture. C'est-à-dire comment, peut-être je m'adresse tout d'abord à Béatrice, mais la question évidemment est ouverte à tous les quatre. Surtout aussi à Maryse qui a cité la question justement de comment intégrer l'écriture d'architecture dans les écoles sans après s'attarder de nous raconter par exemple les exercices. Donc alors peut-être Béatrice et Maryse, on peut commencer avec vous sur cette question sur comment on peut alors intégrer justement la pratique ou l'étude de l'écriture d'architecture en école ou université. Donc, je vous raconte ce qu'on fait à Bruxelles. C'est surtout au niveau master qu'on demande aux étudiants pour leur projet de fin d'études de rédiger un texte qui puisse accompagner leur projet de fin d'études. Et normalement, c'est un texte qui a l'allure scientifique. Donc, on leur demande d'écrire sur un sujet en suivant les critères contemporains des articles scientifiques, avec donc hypothèse, introduction, explication et conclusion. Pour l'instant, on est en train de re-questionner ce type d'exercice parce que je suis, comme vous l'avez bien compris, fortement convaincue qu'il faut exploiter des nouveaux médias pour l'écriture. Et donc, j'aimerais aussi que les étudiants puissent rédiger un texte sous la forme de bande dessinée, d'un storyboard ou de toute autre manière de transmettre des messages. Maryse? Maryse, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ces propos? Oui, en fait, nous, au sein de l'atelier, on utilise toujours l'écriture
C'est un peu un double emploi. C'est à la fois, on l'utilise comme un moyen pour amener les étudiants, par exemple, à faire une critique d'un livre. Ça les amène à être contraints par l'exercice de l'écriture à lire un livre qu'on choisit ensemble, un livre de référence sur lequel ils vont nous faire un retour, mais sous forme écrite. Ça peut être aussi parce qu'on s'est rendu compte à Nantes, je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, mais qu'on a un problème sur la manipulation des références architecturales des étudiants, on s'en rend compte même dans des niveaux de PFE que parfois les références je ne veux pas du tout généraliser, hein, mais que parfois les références sont abordées un peu superficiellement. Donc, aborder la référence et en faire une restitution écrite, on s'est rendu compte que c'était un moyen assez efficace à la fois pour faire cette espèce de jogging d'écriture, comme je vous disais tout à l'heure, et en même temps de faire double coup, puisque quand on doit écrire sur un texte sur un bâtiment, on ne peut pas se contenter d'en avoir vu 3 images. Il faut aller voir le plan de détail. Du coup, l'écriture devient à la fois un exercice en soi, c'est s'entraîner à écrire, et un chemin vers les corpus de référence, vers la manipulation de la référence. Voilà, c'est comme ça qu'on l'utilise. Merci Maryse. Dernière occasion pour vos curiosités, vos questions à nos 4 intervenants et intervenantes. J'ai juste une petite pensée qui me vient. Par rapport à la notion de recherche, je pense qu'on évoque en fait de manière un peu générale. Donc, ça fait maintenant 7 ans et demi que que je travaille aux Pays-Bas, et je trouve intéressant en fait de comparer les cultures. Et donc en fait aux Pays-Bas, il n'y a pas forcément plus ou moins la culture de la recherche au sens du doctorat, donc de vraiment la recherche plus institutionnalisée. Mais il y a un fonds général qui s'appelle le Stimuleringsfonds, qui est un fonds créatif et qui en fait est disponible pour les architectes, les designers, au sens même le plus large, on va dire, pour pouvoir en fait porter des recherches qui peuvent être plus appliquées, qui peuvent être moins théoriques, qui peuvent être très ouvertes sur beaucoup de champs d'action en fait. Et je dis ça parce que je pense que moi, quand je suis sortie de l'école d'architecture, je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de faire un doctorat ou pas ? Et j'avais vraiment envie de pratiquer, pas forcément de construire, mais juste de pratiquer. Et donc j'ai eu cette question de me dire, bon, si je commence un doctorat, je vais avoir du mal à pratiquer, etc. Parce que le doctorat, c'est long et que ça prend énormément de temps, forcément, et de recherche. Et je trouve que de re-questionner la recherche en se disant que peut-être que la recherche, elle peut être très institutionnalisée, mais elle peut aussi être, oui, plus pas volatile, mais elle peut venir en fait dans des pratiques communes d'architectes qui exercent ou autres, et de se dire qu'on peut la financer différemment et qu'on peut attacher des projets à des sujets de recherche et les monter en parallèle, les financer par différents types de supports. Ça peut être du mécénat, ça peut être des fondations, ça peut être des appels à projets, etc. Je pense que c'est intéressant, en tout cas, de ne pas, surtout jamais, dissocier la recherche de l'exercice dans la profession, parce que cette recherche, elle nourrit tellement les projets et elle permet vraiment, je pense, de questionner les modes de faire, de questionner des justesses sur des questions, par exemple, environnementales, comment on construit de manière positive. Je pense qu'il y a beaucoup à faire et que si on n'en donne pas ces temps de recherche aussi en parallèle, on a du mal, en fait, en tant juste qu'architecte bâtisseur, entre guillemets, à répondre à ces nouveaux enjeux. Enfin, même pas nouveaux du tout, mais à ces enjeux. Bon, c'était juste une... Ouais. Un tout petit peu plus loin, c'est super intéressant ce que tu dis. Moi, j'irais encore plus loin, c'est que faire de la recherche, en tout cas à mon époque, c'était du luxe. Enfin, il fallait pouvoir le financer, quoi. Et moi, je pouvais pas en fait passer encore des années à réfléchir et à écrire pour enfin pas forcément pour mon plaisir, dans le plaisir aussi de pouvoir transmettre, etc. Mais à un moment donné, il y a aussi une réalité qui existe, quoi. Et être architecte, c'est pas juste, à mon sens, et c'est aussi dans une question beaucoup plus globale, ça ne devrait pas être possible juste aux personnes qui ont les moyens de le faire. Et avoir les moyens de le faire, il y a des gens de talent qui, je pense, n'ont pas fait de doctorat aujourd'hui parce qu'ils ont dû aller travailler plus vite, quoi.
Et l'apprentissage je pense, du doctorat par le projet, je crois à Versailles, c'est quelque chose qu'ils sont en train de mettre en place vachement, qui donne aussi la possibilité à des gens plus tard de pouvoir s'y remettre et de ne pas laisser, entre guillemets, la pratique de l'architecte, parce que la pratique de l'architecte aussi rapporte de l'argent. Enfin, il y a aussi une réalité aussi qui est là, de se dire, travailler en agence, ça nous permet aussi de valoriser notre diplôme et de pouvoir aussi en faire quelque chose de monétaire, pouvoir acheter un appartement. Enfin, ça rentre aussi dans une grande sphère, sachant qu'en plus, la recherche en architecture n'est pas si financée que ça. Donc, on a besoin, et c'est pas comme dans les secteurs scientifiques où on peut avoir des bourses, on peut avoir des choses beaucoup plus faciles. Avoir une bourse de travail pour à un sujet d'archi, on est peu à pouvoir l'avoir. Donc, ça pose aussi des questions, je trouve, d'administration et de choses très tangibles de la réalité. Et c'est quelque chose que tu rappelles bien, de se dire qu'en fonction du contexte dans lequel on se place, parce que l'écriture pour moi est très contextuelle, comme l'architecture. On a une définition, en tout cas, on a un ADN aussi, et une construction de parcours aussi différents. Et ça passe aussi par ça, à mon sens. Oui, Maryse. Ouais, je voulais rebondir sur ce que venait de dire Christophe et que je partage pleinement. Moi, j'étais exactement dans cette situation. J'ai fait un DEA après le diplôme d'architecture et j'aurais aimé faire une thèse, mais c'était juste financièrement pas possible. Et par rapport à ce que tu disais, Estelle, moi, c'est aussi un peu. Peut-être je ferai une thèse un jour, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai pas eu l'opportunité financière de la faire au moment où j'aurais voulu la faire. Et finalement, l'exercice de mon métier, de m'intéresser à plein de sujets, de donner la parole à des gens, je le vois aussi comme une somme de mini-recherches à l'échelle de ma pratique, quoi. Il y a effectivement entre se consacrer 100% à la recherche et 100% à la pratique, il y a quand même tout un tas de possibilités de réfléchir à l'architecture différemment, quoi. Oui, je voulais peut-être revenir sur la définition plus théorique que Béatrice a donnée sur l'acte d'écrire. Parce que hier soir, on discutait avec d'autres personnes présentes dans la salle de ce qui fait la spécificité du projet d'architecture par rapport à d'autres formes de recherche ou de pratique qui peuvent être scientifiques, sociologiques, enfin tous les autres champs de la culture. Et donc voilà, ma question c'est est-ce qu'il y a vraiment une spécificité du projet d'écriture en architecture par rapport à d'autres formes de recherche, encore une fois, qui peuvent être scientifiques ou littéraires. Et si je pose la question, c'est peut-être pas seulement par intérêt personnel pour la question, mais aussi parce que ça peut peut-être être intéressant pour les étudiants et étudiantes qui sont ici en architecture de se demander finalement quel est l'intérêt qu'ils aillent vers l'architecture, vers l'écriture, en tant qu'architecte, plutôt que s'ils avaient fait d'autres formes d'études qui les auraient finalement menés à cette pratique d'écrire. Pour moi, l'écriture a toujours signifié comprendre. Donc, quand j'écris, je comprends des choses. Et en écrivant, mais surtout en effaçant, je construis une pensée. Donc, tout ce que j'ai pu récolter à travers des informations d'origine différente arrive à se concrétiser dans l'écriture qui devient un vrai chantier. Et donc, j'utilise les mêmes moyens sous une autre forme d'un architecte. Donc, j'ai des matériaux de base, je les transforme, j'ai créé des fondements, des fondations. Et à partir de ces fondations, j'ai construit un texte qui doit tenir, qui doit expliquer quelque chose, qui doit parler, comme n'importe quel type de projet d'architecture construit. Faire un livre, éditer une revue, c'est faire un projet d'architecture, c'est les construire. Donc les concevoir de ses origines et l'accompagner pendant toute la vie. Un livre a une histoire, a une vie. Une revue a une vie. Un article a une vie qui continue aussi après la publication. Pas simplement parce que tu te rends compte de toutes les erreurs que tu as faites, mais parce que aussi, entre-temps, tu changes d'avis. Et donc, quand tu les relis après quelques années ou même après quelques semaines, tu te dis, bah, là, peut-être je l'aurais pu développer en manière différente. J'aurais pu expliquer en manière différente. Entre-temps, tu as découvert de nouvelles choses. Donc,
Et tu aurais pu ajouter ces références dans cet article, dans ces textes. Et c'est, j'imagine, j'ai jamais pratiqué l'architecture, j'ai jamais rien construit, que quand tu regardes aussi un bâtiment, après quelques années, tu te dis, ah tiens, peut-être ces détails, je l'aurais pu résoudre de manière différente. Donc, ce que j'ai dit avant, c'est quelque chose pour lequel je suis fortement convaincue. N'importe quel type de rédaction des textes, c'est un projet de construction sous une autre forme, à travers des signes graphiques différents. Ce ne sont plus des lignes, mais sont des mots. Mais c'est une construction. Et j'aimerais aussi revenir sur ce qui a été dit avant, parce que moi, je représente ce que les autres intervenants, intervenantes n'ont pas fait. Donc, moi, j'ai fait un doctorat. Et c'est un travail. J'étais payée pour faire ce doctorat. Donc, j'aimerais aussi dire aux étudiants et étudiantes qu'il y a des possibilités qui sont difficiles, mais il y en a en Europe pour rendre la recherche, l'étude, un travail, et donc être payé pour faire ce travail. Il y a une question de financement. Il faut chercher ce financement. Donc, c'est un processus complexe, souvent long, mais il y a cette possibilité. Et la recherche est un travail. Merci. Je suis Béatrice, tout à fait d'accord. J'ai aussi eu la chance je souligne la chance de faire un doctorat financé, entre autres, et aussi être suivi, pas seulement par Roberto Gargiani, mais par toi-même, à l'École Polytechnique de Lausanne. Donc, je suis tout à fait d'accord. Donc, il s'agissait, comme vous pouvez le voir, dans 2 cas ici, aussi des personnes qui ont dû chercher les financements, aller ailleurs. Donc, moi, de façon très personnelle, j'ai fait mes études d'architecture à l'Université de Gênes, en Italie, dans un contexte où ce n'était pas possible pour moi, pour mon contexte familial, social, financier, etc., d'entamer un doctorat non financé par l'institution. Donc, je vais contresigner ce qui a été dit sur ce qui est la difficulté aujourd'hui de trouver un financement. Et pourtant, j'ouvre aussi sur ce que j'ai dit, Béatrice, il y a la possibilité, ce n'est pas facile, mais c'est un travail. Donc, tu as bien dit, Béatrice, et vous l'avez vu ici, dans ces déclinations différentes. L'écriture d'architecture vous a été présentée de façon différente, mais tout à fait synergétique et tout à fait complémentaire. Donc, c'est avec cette complémentarité que moi j'aimerais donc terminer la séance de ce matin, la première de 2 séances de ce matin. Je vous invite donc maintenant à nous relaxer pour une dizaine de minutes. Donc on va faire une pause et après on va enchaîner avec la 2e séance donc des Crossroads dédiée, je le rappelle, à la question de l'architecture, la culture et l'art. Donc on se revoit dans une dizaine de minutes. Merci à toutes et tous, merci à nos intervenants.